Donc, je disais, Madame Siméoni, vous êtes une magistrate qui s'est toujours tenue à distance des médias, ne donnant pratiquement aucun entretien. Donc, nous mesurons aujourd'hui la confiance que vous nous témoignez en vous exprimant dans ce webinaire, qui par ailleurs étant enregistré, sera donc diffusé en ligne, comme les séances précédentes. Vous avez traité, Madame, des dossiers très complexes au fil du temps, comme celui des emplois fictifs de la mairie de Paris, pour lequel, en tant que juge d'instruction au pôle financier, le 30 octobre 2009, vous avez signé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, pour détournement de fonds publics et abus de confiance. Après 2009, vous avez été conseillère à la Cour d'appel de Paris, chargée notamment de la présidence de procès d'assises. En 2016, alors première vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil, vous êtes nommée chef du service central de prévention de la corruption. En septembre 2018, vous présidez le procès de l'affaire Clément Méric. En mars 2019, vous présidez la cour d'assises spécialement constituée de magistrats professionnels qui jugent en appel Abdelkader Mera et Feta Malki, poursuivis pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes. Vous présidez en mai 2019 le procès devant la cour d'assises de Paris en appel de deux bourgmestres rwandais condamnés en première instance à la réclusion à perpétuité pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité, procès dont nous montrons des extraits dans l'exposition Filmer les procès aux Archives nationales. Vous avez été la présidente du procès en première instance et en assise de Reda Amé en février 2020. Reda Amé, formé à Raqqa par Abdelhamid Abaoud, l'un des organisateurs des attaques djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris, qui sera condamné finalement en appel à 14 ans de réclusion. Puis en octobre 2020, c'est le procès de Sid Ahmed Glam, qui comparaît donc la cour d'assises spéciale pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. À ses côtés, 9 autres personnes sont jugées pour avoir aidé à des degrés divers. Enfin, par décret, en date du 17 décembre 2020, vous êtes nommée comme magistrate honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la Cour d'appel de Paris en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, ce qui vous amène, même si nous serons discrets sur cette prochaine étape de votre carrière, Madame Simeoni, ce qui vous amène donc à être l'un des trois présidents du procès des attentats du 13 novembre qui va s'ouvrir le 8 septembre à Paris. Je vous cède la parole. Eh bien, je vous remercie. Cette présentation était tout à fait juste, bien qu'incomplète, parce que j'ai présidé beaucoup d'autres procès, on va dire un peu médiatiquement sensibles devant la Cour d'assises de Paris, qu'il s'agisse de procès terroristes ou de procès de droit commun qui avaient pu intéresser les médias. Voilà, mais peut-être que là, le sujet est davantage ciblé sur la présidence du procès dit du génocide du Rwanda. Peut-être que je dois plus m'exprimer sur celui-ci par rapport aux autres. Je ne sais pas ce qui est exactement souhaité à ce stade. Je crois que vous pouvez commencer par cela si vous le souhaitez. Oui, tout à Oui, fait. oui. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai présidé ce procès du Rwanda, c'était en 98. Non, c'était, pardon, pas en 98 du tout. En 98, j'étais encore juge d'instruction. C'était en 2018, à mon souvenir. Ça devait être du mois de mai au mois de. Je crois qu'on avait terminé vers le 9 ou 10 juillet 2018. Donc, ça fait déjà maintenant plus de 2 ans et demi, pratiquement 3 ans. C'était un procès, bien sûr, durant lequel j'étais assistée du magistrat professionnel, comme le prévoit le Code de procédure pénale. C'est le plus long procès que j'ai présidé au cours de ma carrière de président de cour d'assises, qui a quand même duré 10 ans. Euh, voilà, donc ce sont des procès un petit peu particuliers, les procès de génocide. Enfin, c'est le seul procès de génocide que j'ai présidé d'ailleurs dans ma carrière, qui, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire l'autre jour dans le cadre de la visite de l'exposition aux archives nationales, c'est un procès qui dépasse le dossier lui-même qui nous est soumis en tant que magistrat de la cour d'assises, puisque c'est un procès qui exige en amont une connaissance un peu plus approfondie de la situation du Rwanda, que je dois vous le dire tout à fait simplement et modestement, je connaissais que de très loin. Je ne m'y étais pas spécialement intéressée jusqu'à ce que je sois amenée à présider un tel procès. Et donc, ça nécessite, au-delà de la connaissance euh, pour laquelle je suis assez exigeante, je crois, du dossier lui-même, une connaissance de l'histoire du Rwanda, de l'histoire des États africains qui entourent ce petit pays, comme
comme il a pu être appelé notamment dans un roman qui m'avait beaucoup intéressé avant que je préside ce procès, qui nécessite une connaissance de l'histoire de ce pays, ce qui rend la présidence de ces affaires-là devant les cours d'assises, j'allais dire terriblement, puisque terriblement me paraît l'adverbe qui s'impose, pour présider ces procès de longue haleine. Parce qu'un procès de 2 mois et demi, il n'y a pas que, j'allais dire, la vitrine, entre guillemets, du procès, mais il y a tout le travail en amont que cela implique, non seulement à travers la connaissance livresque de l'histoire, comme je l'ai dit, mais aussi toute l'organisation matérielle du procès qui exige beaucoup de temps et très chronophage parce qu'il faut organiser les visios. On a fait beaucoup de visios au cours de ces semaines de procès avec des personnes qui étaient au Rwanda, notamment des gens qui avaient été condamnés par les Gacaca au Rwanda. Et merveilleusement, je dois dire que j'étais très inquiète à ce sujet de la qualité des images et de la qualité du son qu'on peut avoir aux audiences, qui parfois sont très compromises, y compris lorsqu'il s'agit d'images euh, enregistrées sur le territoire français. Eh bien, j'ai trouvé, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres intervenants, mais j'ai trouvé que la qualité du son et des images, malgré parfois quelques petites difficultés d'ordre matériel, était de très bonne qualité et nous permettait, bien sûr, avec le décalage qui s'impose avec des enregistrements visio, hein, qui nous privent un peu d'un contact direct avec les intéressés. J'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était de bonne qualité et ça nous permettait d'avoir les points de vue de ces personnes qui avaient déjà été, en tout cas les versions des personnes qui avaient été condamnées au Rwanda pour avoir été des participants plus ou moins directs de ce génocide. Voilà, donc tout ça nécessite un travail immense en amont pour lequel je dois dire le président se sent souvent un peu seul parce qu'il est tout seul il est tout seul à organiser tout ça, hein, aussi bien sur le planning des audiences, sur l'ordre d'audition de tous les intervenants aux audiences, en commençant parce qu'on a l'habitude d'appeler dans ces procès-là des témoins, des auditions de témoins de contexte. Je souligne que c'est les seules affaires devant les cours d'assises en matière de génocide où on peut entendre des témoins de contexte, la loi ne le prévoyant pas pour les autres procès, puisqu'on ne doit entendre que des témoins qui sont censés nous apporter des informations soit sur la personnalité des personnes que nous jugeons, soit sur les faits eux-mêmes de façon plus ou moins directe. Donc, ces auditions de ces témoins dits de contexte sont vraiment extrêmement fondamentales puisqu'elles permettent non seulement au président, mais aussi aux assesseurs qui, eux, ont encore moins d'informations sur l'histoire du pays et encore davantage aux jurés qui, souvent, alors là, sont totalement dépourvus de connaissances sur ce qui a pu être l'histoire du Rwanda et encore plus les faits qu'on juge, c'est-à-dire les faits de génocide. Donc, c'est très utile pour, si je peux m'exprimer ainsi, se familiariser avec le contexte des faits que nous sommes amenés à juger. Donc, ces témoins sont très précieux. Je précise aussi que le président n'a pas le choix de l'audition des témoins, puisqu'il s'agit de témoins qui sont soit demandés, on dit cités dans notre langage juridique, par le parquet général, soit demandés par les parties, qu'il s'agisse des parties civiles ou des accusés, qui peuvent également demander à ce que certains témoins de leur choix soient entendus au cours du procès. Le président a également un pouvoir qui est appelé également en droit le pouvoir discrétionnaire du président, qui peut le conduire à entendre certains témoins qui n'ont pas été prévus par les parties ou par le procureur général aussi, ce qui se fait, je dois dire, assez rarement, mais qui est une possibilité qui existe dans notre procédure pénale. Voilà, donc en général, ces procès-là, enfin, je crois savoir que mes collègues qui ont été amenés à présider ces procès en France, puisque c'était le 4e procès sur le génocide en France, le génocide du Rwanda en France, s'agissant de 2 procès qui ont été jugés dans notre pays en première sort et en appel, le procès civique Langlois, en première sort et en appel, et le second procès en première sort et en appel, contre M. Nganzi et M. Baraïra. Moi-même, j'ai donc été amenée à présider ce 2e procès en appel, qui a été frappé par un pourvoi en cassation, qui a été rejeté
Et donc, les décisions prises par notre juridiction sont actuellement définitives. Voilà. Ensuite, nous avons entendu pas mal de témoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient soit au Rwanda directement, soit de très nombreux témoins, ou plutôt des parties civiles de façon plus générale, qui ont fait le déplacement avec toutes les difficultés que ça pouvait occasionner pour eux et toutes les difficultés sur le plan pratique, mais aussi sur le plan évidemment psychologique, que nous avons été amenés à entendre au cours de ce procès et qui étaient assez nombreux. Je crois qu'au total, nous avons entendu plus de 100 témoins au cours de ce procès et au cours de ces 2 mois et demi d'audience, ce qui est quand même très éprouvant pour tout le monde. Je ne parle pas des parties, évidemment, ça va de soi, ça tombe sous le sens, mais ce qui est très éprouvant aussi pour tous les membres de la Cour, pour le parquet général, et évidemment aussi pour les jurés qui sont tout d'un coup projetés dans un univers qu'ils méconnaissent totalement, dont ils ne maîtrisent pas toujours le vocabulaire, le fonctionnement et la procédure, ce qui est pour eux aussi très intéressant. En tout cas, c'est le retour que nous en avons, mais très éprouvant également physiquement pour eux. Voilà ce que je peux dire de façon extrêmement générale sur le déroulement d'un procès de cour d'assises en général, et plus précisément d'un procès sur le génocide. Je préfère peut-être qu'on procède par question-réponse parce que je ne sais pas trop ce que tous les intervenants attendent de Oui, bah, que peut dire un président d'assises dans le cadre d'un procès pareil. Évidemment, sur le fond, je ne vais pas me prononcer puisque je ne vais pas dire ce que je Peut-être pense que que c'est un procès. vous pourriez peut-être euh, préciser comment vous avez perçu ce qui est la particularité de ce procès que vous évoquez, qui a été filmé donc au titre des archives Oui. audiovisuelles de la justice. Donc, nous expliquer voilà, comment ça s'est mis en place, ce que ça a représenté au sein du procès. Voilà, donc c'est un procès qui est récent, qui date de 2018, mais quel regard vous portez a posteriori, puisque il y a quelques jours, vous avez été donc avec nous dans l'exposition et donc vous avez pu voir le montage qu'on a fait à partir de ces enregistrements. Donc, nous donner peut-être votre sentiment. Alors, ça m'a un petit peu amusé après coup, je dirais, parce que j'en ai parlé à Olivier Leurent, qui lui avait présidé le premier procès contre Sibi Kangwa, et je lui ai parlé de l'exposition à laquelle vous m'aviez très gentiment invité et du compte rendu, enfin, qui était le mien. Et il m'a dit, oulala, mais ça doit faire drôle de se voir présider. J'ai dit, oui, ça fait drôle de se voir présider, d'autant plus qu'enfin, pour lui comme pour moi d'ailleurs, c'était la première fois que nous étions filmés à une audience, et puisque jusqu'à présent, en tout cas, maintenant, la situation semble devoir évoluer peut-être, mais jusqu'à présent, les procès de cour d'assises ne sont pas filmés. Et donc, c'était la première occasion pour nous d'être filmés au cours d'un procès d'assises. Je dois dire que comme c'était la première fois, lorsque j'ai abordé ce procès, je crois qu'on a dû commencer fin mai 2018, ça m'intimidait un peu de savoir que j'allais être filmée, puisque bon, c'était une grande première pour moi, comme pour Olivier Laurent d'ailleurs. Mais franchement, je dois dire que j'ai très vite oublié l'existence de la caméra, ou des caméras. Sans doute parce que le dispositif de ma place n'était pas très visible, et je l'avais complètement zappé, complètement oublié, ce qui fait qu'il ne m'a à aucun moment entravé, gêné, ni entraîné à contrôler peut-être mon langage, mon vocabulaire ou même mon comportement, pas du tout. Euh, pour moi, c'est quelque chose que j'avais un peu appréhendé avant le début du procès, mais dès le début du procès que j'ai complètement mis de côté, oublié. Il faut dire que l'idée d'un président d'assises, en tout cas la mienne, c'est de tout faire pour que son procès soit mené jusqu'au bout. C'est notre première préoccupation. Compte tenu de l'investissement qui a été le nôtre dans la préparation, dans la réflexion, dans la gestion de tout le procès en amont, je dirais, on a un souci premier qui est celui d'arriver au bout du procès et de juger les gens que nous sommes amenés à juger. C'est notre préoccupation, je dirais une de nos préoccupations en tout cas essentielles. Ensuite, quand on préside un procès pareil, on est tellement concentré, je dirais, sur le sujet, en tout cas c'est ma façon de voir les choses. On est tellement concentré sur les personnes que nous avons à entendre, qu'il s'agisse des parties civiles, qu'il s'agisse des témoins, qu'il s'agisse évidemment des accusés, que voilà,
tout ce qui est extérieur nous est finalement un petit peu tellement périphérique, mais aussi très étranger. Notre obsession, c'est d'arriver à obtenir de façon la plus naturelle possible. Évidemment, on sait bien que c'est difficile pour toutes les parties qui sont face à nous, mais de la façon la plus naturelle possible et la plus complète, évidemment, pour qu'on comprenne bien avant de juger. Bien avant moi, des gens célèbres ont dit qu'il fallait comprendre avant de juger. C'est notre préoccupation première. Mhm. Et donc la caméra, c'est un dispositif que j'ai complètement oublié. Je me suis dit après que bon, en sachant que j'étais filmée, j'aurais pu peut-être éviter de dire certaines choses à certains moments, que j'aurais pu me priver de petits, moments de colère que j'ai pu avoir parce que parfois, il y a des moments qui sont difficiles pour le président aussi. Mais bon, je n'ai pas fait, je ne me suis pas du tout contrôlée là-dessus. Il valait mieux laisser aller le naturel et je trouve que c'est le plus important pour un président de cour d'assises. Voilà ce que je peux dire sur le dispositif de filmage. Alors, on peut peut-être rappeler, Martine, en passant, avant éventuellement que Timothée ou Hélène veuillent intervenir sur ce procès, que nous avons pu, Martine et moi, pour la première fois, intervenir sur le cahier des charges du filmage Oui, grâce à vous. Et merci. on a été très surpris, au fond, par la libéralité que vous nous avez donnée dans ce cadre-là. Et bon, je le rappelle pour tous, mais on s'en est déjà parlé entre nous, que les avancées qu'on a pu formaliser dans le cahier des charges ont ensuite servi au procès des attentats Oui, de janvier et tout à fait. vont être à peu près identiques pour le procès des attentats du 13. Donc, merci pour cela. Mhm, Et pour nous, ça a été un élément très important de mhm. pouvoir accéder à ce Oui. niveau-là de. Mhm. C'est bien, si ça peut permettre d'avancer, c'est toujours une bonne chose, hein. Mhm, mhm, mhm. Oui, et je préciserai aussi, parce que c'est peut-être un retour d'expérience qui est intéressante, c'est que même pour le ministère de la Justice, qui est vraiment en charge de la partie logistique, de la mise en œuvre de cette partie-là, de l'enregistrement, eux aussi, ça les a aidés à avancer sur ces questions, ça les a obligés en quelque sorte à se dire à se poser la question de qu'est-ce que ça voulait dire d'enregistrer des archives audiovisuelles de la justice. Bien sûr. Et on en a vu vraiment tout le bénéfice. Je Mhm, souligne, comme l'a fait Christian, pour le procès des attentats terroristes de janvier 2015, mhm. puisque l'optique de la DICOM au ministère de la Justice a été de formaliser un espèce de modèle de cahier des charges qui puisse Mhm. ensuite être adapté pour tout autre procès qui ferait l'objet d'une captation au titre des archives audiovisuelles de la justice. Donc c'est vrai que voilà, c'est votre attention voilà, et votre attitude très très ouverte a vraiment été plus que bénéfique, non seulement pour le procès que vous avez présidé, mais aussi pour les autres procès. Oui, et on en tirera le bénéfice aussi pour le procès à venir à Tout à partir du 20 fait, septembre. tout Mhm. à fait, tout à Alors, fait. peut-être Timothée peut intervenir, puisque lui travaille à partir de cette archive constituée. Ah oui, Timothée. d'accord. Bonjour, Madame Simoni, merci beaucoup. Je vois Tout pas. Ah, d'abord, très bien, je vous vois. Merci. vous Bonjour, voyez, monsieur. tant mieux. Mhm, mhm. J'avais une question. Bon, j'aurais Alors une. écoutez, est-ce que vous voulez bien me dire qui vous êtes? Parce que je ne sais pas du Oui, tout qui vous êtes, excusez-moi. monsieur. Je suis Alors, désolée. je suis Timothée Brunet-Lefebvre, je suis Oui, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales d'accord. et je fais une thèse sur le procès d'Octavien Ngenzi et Tito Barreira, Ah, d'accord. une thèse qui vise autant à analyser le génocide tel quel dans la commune de Cabarondo, et ce à travers les archives filmées du procès, donc en première instance en 2016 et en assises en 2018. Et c'est donc un travail que je mène et sur lequel je m'intéresse beaucoup sur la manière qu'a été mené le procès en tant que tel, ce qui s'est produit, le travail de la justice, les particularités de la compétence universelle et de ce genre de procès. Et vous avez une formule qui, je trouve, pour commencer votre intervention, qui m'a marqué et qui résume assez bien cette affaire, de dire que c'était un procès qui dépasse le dossier en lui-même. Et sur ce point, j'aurais plusieurs questions, mais il y en a une qui, je crois, me paraît assez essentielle. Face à ce procès de génocide, c'était naturellement un procès où de très nombreuses victimes ont comparu et comme vous l'avez rappelé, sont venues du Rwanda, de nombreux rescapés, que ce soit des femmes, des personnes qui étaient enfants à cette époque. Et j'avais une question sur, la question vraiment l'émotion, lors du procès. J'imagine que dans un procès en assises habituellement, cette question bien sûr est présente,
mais qu'ici, elle est peut-être décuplée, encore plus forte, du fait de la massivité du crime qui est jugé. Et je voulais savoir, je voulais vous demander, comment avez-vous, dans votre cas, peut-être ressenti cette émotion et qu'est-ce que vous avez fait avec? Pour vous demander, comment est-ce que vous avez essayé de la canaliser ou non? Si vous en avez, fait en sorte de laisser les témoins s'exprimer davantage, que les victimes mettent un peu plus de mots sur leur souffrance, de parler de leur mort, en débordant encore une fois un peu du cadre du dossier tel quel, et dépasser, le seul jugement des 2 accusés. Comment faire avec, cette émotion-là quand on est, président d'assises? Comment on fait avec cette émotion-là face à ces témoins? Comment la canaliser? Comment, l'utiliser lors d'un procès? Le problème de l'émotion est un problème récurrent et toujours présent dans toutes les cours d'assises. Vous savez, dans la cour d'assises, on ne juge que des drames humains, que des vies absolument chaotiques, des vies bouleversées et des vies bouleversantes. Bien sûr, lorsqu'on est magistrat, lorsqu'on est encore plus président de la cour d'assises, on n'est pas barricadé face à cette émotion. On n'est pas comme le pensent certains, des espèces de gens derrière des robes rouges ou des robes noires qui seraient dépourvus de toute humanité. On est des gens comme les gens qu'on juge. On est des gens comme les parties civiles, on est des gens comme peuvent être les accusés, on est des gens comme peuvent être les témoins, avec nos émotions, nos vies, nos difficultés, enfin, tout ce qui peut constituer la vie de chacun d'entre nous, qu'on soit magistrat ou qu'on appartienne à d'autres catégories de la vie civile et de la vie professionnelle. L'émotion, pour moi, est quelque chose de très difficile. D'abord parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, ça ne se voit peut-être pas à l'audience, j'en sais rien, on sait jamais l'image qu'on renvoie, on peut pas se mettre à la place des autres. Mais c'est quelque chose qui, moi, me fait toujours peur, parce que j'ai toujours peur qu'elle déborde à l'audience. Et mon idée, c'est qu'il ne faut surtout pas que le président l'exprime, cette émotion, parce qu'il doit rester tout à fait dans une neutralité la plus parfaite possible, et c'est très compliqué. Il y avait un avocat célèbre qui avait dit, il y a quelques années, même de nombreuses années, quand l'émotion rentre dans le prétoire, la justice en sort. Je ne suis pas loin de partager son point de vue, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas juger que sur l'émotion. L'émotion, elle est parfois mauvaise conseillère. Elle peut nous emmener dans des niveaux qu'on ne maîtrise plus et et qui nous feraient juger de façon la plus partiale possible. Donc, il faut la mettre à distance, l'émotion. C'est très difficile. C'est très difficile parce que forcément, on réagit avec elle. Forcément. Et encore davantage, je vous ai dit, c'est le cas de pratiquement tous les procès d'assises. Hein. C'était le cas encore peut-être plus présent dans un dossier comme celui du Rwanda, où les gens nous racontaient leurs expériences absolument épouvantables, ce qu'ils avaient traversé avec la perte de personnes de leur famille dans des conditions absolument terribles qu'on ne pouvait pas imaginer si on n'avait pas, bien sûr, lu le dossier avant ou des documentations, bien sûr, à cet égard. C'est quelque chose de très difficile à gérer, puisque c'est un terme à la mode, le terme de gestion. Gestion de l'émotion, j'aime pas trop, parce que pour moi, une émotion, ça ne se gère pas. Mais il faut que vous sachiez que pour le président de la Cour d'assises, c'est quelque chose de compliqué. De compliqué. Merci. Hélène, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonjour Madame Bonjour, Signoni. madame. Donc, je suis Hélène Dumas, je suis donc chercheure, je travaille sur l'histoire du génocide des Oui. Tutsis et on s'était rencontrés à la cour Oui, je vous d'assises. reconnais. Ah, vous me reconnaissez, bon ben voilà. Oui. Ah oui. Non, je voulais peut-être poursuivre sur cette question, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire comme si tout d'un coup le prétoire, eh bien, tous les gens devenaient tout d'un coup des êtres froids, dénués d'absolument tout affect, hein, même dans le public, hein, on le ressentait de Bien manière sûr. très, très forte. Bien sûr. Et peut-être, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est certains moments où vous avez poser des questions aux témoins. Je pense particulièrement à une audience qui s'est terminée très tard, comme beaucoup, où il y a 3 femmes rescapées de l'église du massacre de l'église de Kabarondo, ouais, donc du 13 avril. Tout à fait. Vous leur avez posé des questions sur le sens qu'elles investissaient dans le témoignage qu'elles venaient porter à la cour. Ça, c'est des questions qui n'ont pas d'intérêt judiciaire direct,
mais peut-être que c'est en posant ces questions, en permettant peut-être à certains témoins voilà, de réinvestir le sens de leur propre présence dans la cour, que voilà, les affects ont été posés toujours dans le cadre d'une parole voilà, entre une présidente de cour d'assises et des témoins. Voilà, c'était un peu ce que je voulais savoir, si vous aviez Oui. là ou si c'était comme ça spontané. Alors, je viens de vous dire qu'il fallait mettre les émotions un peu à distance quand on est président de cour d'assises pour que la neutralité la plus parfaite possible soit respectée. Mais mon souci dans une audience de cour d'assises, et plus particulièrement sans doute dans celle du Rwanda, c'est d'introduire à l'audience de l'humanité. On ne peut pas juger sans humanité. De notre côté à nous, du côté des juges qui jugeons, je parle de la cour et des jurés évidemment, mais aussi moi, je veux maintenant, peut-être que je n'y parviens pas, peut-être que je ne sais pas si j'y parviens, je ne sais pas ce qu'en pensaient les gens qui ont été entendus, les gens qui étaient dans la salle, mais je veux qu'il y ait de l'humanité à l'audience. Et je trouve qu'on parle souvent de la catharsis de l'audience, bien de ce point culminant où les affects peuvent s'exprimer. Je trouve très important que les personnes qui sont devant nous, et encore davantage ceux qui ont fait la démarche de venir depuis le Rwanda, ce qui est quand même une démarche extrêmement complexe pour eux, puissent s'exprimer avec la plus grande, euh, la plus grande transparence et la plus grande humanité. Et voilà, et dire tout ce qui, parfois, ils n'ont pas pu dire, peut-être que le procès, je ne sais pas, alors je déteste l'expression faire le deuil, pour moi, elle n'a pas de sens, pour moi, elle ne correspond à rien. Je ne crois pas qu'un procès, il aide les gens à faire leur deuil. Mais en tout cas, s'il peut déjà aider les gens à prendre la parole, à dire ce qu'ils n'ont jamais pu dire dans un contexte aussi officiel et aussi impressionnant, entre guillemets, que ce qui peut être la cour d'assises, eh bien déjà, si ça peut les aider à avancer, je trouve que c'est un progrès qui peut leur être bénéfique. Voilà. Pour moi, le souci est celui-là. Alors, je me suis demandé, en quittant l'exposition l'autre matin, et je n'en avais pas fait la remarque au cours de l'exposition, j'ai réfléchi après à ce qu'on avait pu échanger avec M. Delage et Mme Filmari. Je me suis dit que dans tous les procès qui étaient projetés à cette exposition, j'étais la seule femme à les avoir présidés. Je n'en tire aucune gloire, hein, vraiment, absolument pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais je me suis quand même demandé si le fait que ce soit présidé par une femme ou le fait que ce soit présidé par un homme, on pouvait y trouver des petits changements, des petites connotations un peu différentes. Voilà, je me suis posé moi-même la question. Mais je n'ai pas la réponse, évidemment. Voilà ce que je peux dire. Il y avait une question, Madame Simeoni, sur quelqu'un demandait qu'entendez-vous par un procès mené jusqu'au bout? Eh bien, c'est-à-dire le terme, vous savez, il y a des procès où on a des difficultés de tous ordres, hein, qu'il s'agisse du côté de la cour ou des jurés ou du côté des accusés qui parfois ont des problèmes de santé, qui se manifestent en cours d'audience. Il m'est arrivé parfois de devoir interrompre des procès. Je pense au procès de M. Krombach, par exemple, qui avait beaucoup intéressé les médias tout au long de cette affaire d'ailleurs. Et j'ai jugé ce procès en premier sort à la cour d'assises de Paris. Et au cours de la première audience, à cause des problèmes ça devait durer à peu près un mois, je crois. Au cours de la première semaine d'audience, l'accusé a eu un problème de santé et nous avons dû arrêter le procès, l'interrompre, après que j'ai diligenté un examen médical pour m'assurer de l'état de santé de l'accusé, qui était seul accusé. Ce procès qui m'avait demandé un énorme travail en amont a dû être interrompu pour être repris plusieurs mois après. C'est toujours très frustrant pour le président, d'abord parce qu'il lui semble que tout son travail est mis un peu en échec. Voilà, mener jusqu'au bout, c'est arriver au bout et arriver à une décision de la Cour, quelle qu'elle soit. Mais vraiment, pouvoir respecter le planning qui a été le sien, ce qui est toujours difficile, mais arriver à une décision finale. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'en ai. Voilà. Alors, je ne sais crois pas dans qu'il y a quel Alain ordre. Dafrosa qui voulait poser une question. Oui. J'aurais une Gauthier, question. on ne vous entend pas. Il faut que vous mettiez votre micro. Il est fermé. Non, Monsieur Gauthier, on ne vous entend toujours pas. Là, ça va? Voilà. Très bien. Oui. Donc, je voulais poser une question un petit peu d'ordre général par rapport à la justice.
comment la justice française compte-t-elle s'y prendre pour juger la trentaine de plaintes, la trentaine de personnes qui sont poursuivies par des plaintes que nous avons déposées, vu le temps qu'il faut pour inscrire ça sur le planning de la cour d'assises. Le dernier procès a eu lieu en 2018, donc ça fait 3 ans. Si à ce rythme-là, si on prend 3 années chaque fois, les 30 personnes poursuivies, sans compter celles contre lesquelles nous préparons des plaintes, ne seront jamais jugées. C'est un gros problème pour les victimes et pour les parties civiles. Oui, j'entends bien votre préoccupation. Je crois qu'il y a un nouveau procès qui devait se tenir là assez récemment, au mois d'avril ou enfin, au mois de mars, je ne sais plus exactement, par un de mes collègues qui n'a pas pu se tenir, peut-être à cause du Covid ou de la pandémie. À cause du Covid. Je crois que c'est ça, et qui a été reporté, je crois, à la fin de l'année, si mon information est exacte. Maintenant, pour la durée des procès devant les cours d'assises, quels qu'ils soient, aussi bien pour les procès du génocide qui remontent maintenant à de très nombreuses années que pour les procès je dirais, plus de droit commun, c'est très compliqué. Nous avons des stocks très importants d'affaires qui sont jugés avec beaucoup de retard, ce qui est très regrettable pour tout le monde, pour toutes les parties. Moi, vous savez, quand on est président de cour d'assises, on est tenu à un périmètre très strict. Moi, je prends les affaires qu'on me donne à juger. Je n'ai pas de point de vue plus général sur la question, en tout cas pas de maîtrise de l'audiencement et des flux d'audiencement des dossiers. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma mission. C'est très difficile pour tout le monde. Bien sûr qu'il faudrait que ces procès soient jugés dans des délais beaucoup plus courts et beaucoup plus raisonnables, pour reprendre un terme qui est employé par la CEDH. C'est difficile. Je n'ai pas de réponse à votre question, monsieur. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous répondre. Je sais que c'est un problème qu'on rencontre de façon constante pour toutes les affaires que nous avons à juger au tribunal. Peut-être que maintenant, les nouvelles procédures qui ne concernent pas les procès du génocide, mais qui concernent des procès plus courants de droit commun, inférieurs à 20 ans, aideront à accélérer davantage le cours de la justice. C'est un espoir qu'on peut avoir avec cette réforme. Mais dans le cadre du génocide des Tutsis, dans le cadre du génocide, les délais n'ont jamais été raisonnables et ne le seront jamais. Je suis d'accord, c'est exact. C'est exact. Donc, je crois que Louise Testoféry veut poser une question. Bonsoir madame, je me présente, je m'appelle Louise Testoféry, je suis doctorante en histoire du droit. Je fais un sujet de thèse je m'intéresse donc à la loi de Robert Badinter qui constitue les archives audiovisuelles de la justice. Et j'aurais aimé avoir votre point de vue de juriste sur la question de la présomption d'innocence et les questions que la captation audiovisuelle soulève. Je vous pose cela parce que bien souvent, et c'est les politiques pénales qui, depuis des années, qui font ça, on est dans une justice de réhabilitation avec des peines pour réinsérer l'individu dans la société après coup. Or, avec la captation audiovisuelle, est-ce qu'on ne peut pas se demander s'il y a une absence de droit à l'oubli et si presque on pourrait, alors je vais utiliser un terme qui est anachronique, mais ça me fait penser un petit peu à la peine de damnatio memoriae qu'on utilisait dans l'Antiquité. Mais bon, voilà, ça c'est après autre chose, mais voilà, j'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus, s'il vous plaît. Alors, vous voulez parler des projets de loi qui sont en cours sur l'enregistrement des procès à venir? Je suppose que c'est ça votre préoccupation. J'aurais aimé savoir déjà les lois qui sont en place et après, éventuellement, si vous pouvez ouvrir sur les projets. Les lois qui sont en place à ce stade ne sont enregistrées aujourd'hui que des procès qui ont l'étiquette de procès historiques, comme les procès du génocide du Rwanda ou le procès de Charlie Hebdo qui vient de se tenir, enfin qui s'est tenu à la fin de l'année dernière, ou celui à venir du procès des attentats du 13 novembre à Paris. Pour l'instant, en France, en tout cas, ce sont les seuls procès qui ont bénéficié, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou qui vont bénéficier aussi d'enregistrement. Je trouve que c'est très important que ces procès-là, ceux qui ont été filmés jusqu'à maintenant, soient filmés, parce que c'est vrai que lorsqu'on préside un procès d'assises, quel qu'il soit, mais plus précisément cela, bien sûr, dit historique, on se dit que
lorsque nous avons terminé notre mission, notre tâche, que nous prononçons une décision à la fin de plusieurs semaines d'audience souvent, eh bien, qu'est-ce qui restera de ces procès? Il restera le souvenir des gens qui ont comparu, les accusés bien sûr, il restera le souvenir des parties civiles, avec les frustrations, j'imagine, qui sont les leurs, de ne pas avoir dit tout ce qu'ils souhaitaient dire, de ne pas avoir été entendu peut-être comme ils l'auraient souhaité, de ne pas avoir été assez complet, d'avoir été trop attaqué par la défense, enfin, avec toutes les failles d'un procès, puisque évidemment, même si le souci est de laisser parler les gens, comme je l'ai dit, en tout cas c'est mon souci personnel, avec le plus de naturel, le plus de facilité possible, nous sommes encadrés par des timings, par des horaires, par des horaires qu'on ne peut pas toujours dépasser, qu'on ne peut pas déborder. Bon. Mais voilà, pour eux, il restera ces souvenirs-là avec, je pense, beaucoup de frustration, évidemment. J'espère aussi parfois quelques petites satisfactions quand même. Mais pour nous, finalement, pour le président, pour les assesseurs, pour ceux qui ont été derrière le pupitre, je dirais, ben, finalement, tout ça, ça envolera un peu comme de la fumée, sinon le souvenir de moments extrêmement poignants que nous avons bien sûr partagés avec tous les participants. Voilà, donc je trouve que pour l'histoire, pour le travail des chercheurs, pour le travail des historiens, pour le travail des générations qui vont nous suivre, c'est très important que ces procès soient filmés, parce que j'espère qu'ils aident aussi à écrire une partie de l'histoire, en l'occurrence par exemple du Rwanda, ou de l'histoire des événements de la dernière guerre mondiale. Pour ce qui est des autres procès, le problème est différent. Parce que finalement, les autres procès que nous jugeons dans les cours d'assises, c'est des procès qui touchent à l'intimité de la vie des individus. On ne parle souvent que de leur intimité et on s'en approche le plus possible de cette intimité. Souvent avec, je trouve, pas mal d'impudeur aussi. Alors moi, c'est un grand souci pour moi parce que on explique aux jurés le matin de la réunion préparatoire avant la première affaire que nous avons à juger que nous allons employer un vocabulaire parfois qui leur est totalement étranger, un vocabulaire de juriste, un vocabulaire ésotérique que parfois ils vont avoir du mal à comprendre, mais qu'en même temps, et de façon assez paradoxale, on va entrer dans l'intimité des gens, on ne va pas hésiter à leur poser des questions qui sont souvent très impudiques, qui participent de leur intimité. Et bien sûr, j'ai toujours en tête la difficulté que peut présenter pour une femme qui se plaint de faits de viol, par exemple, puisque nous en avons beaucoup dans les cours d'assises, de devoir venir expliquer tout ça devant une cour d'assises, ce qui est pour elle et pour aussi les personnes qui l'entendront une véritable épreuve. Alors, je ne sais pas ce que décideront les parties pour donner leur accord pour être filmés dans ce genre de procès. Pour moi, c'est un gros problème, d'abord pour les parties civiles qui seront là, pour les accusés aussi, parce que leur présomption d'innocence, je ne sais pas dans quelles conditions ils seront filmés, dans quelles conditions et dans quel délai ces films seront projetés sur des écrans de télévision, sur des réseaux, je ne sais sur quel appareil. C'est une vraie difficulté. Je vous remercie. Henri? Oui, Henri Rousseau, enfin, je me présente rapidement, je préside la mission de préfiguration du futur musée mémorial du terrorisme. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai juste une petite remarque liminaire, c'est que ces images, on espère bien pouvoir les montrer dans le futur musée, en tous les cas pour ce qui concerne bien sûr les procès pour terrorisme. Mais j'aimerais vous poser une question sur autre chose, sur la question des témoins de contexte, puisque c'est un débat que nous avons eu notamment avec mes collègues historiens, Hélène Dumas ici présente depuis fort longtemps. Et en vous écoutant, je crois avoir appris quelque chose que j'ignorais, à savoir que dans la réglementation actuelle, les témoins de contexte ne sont utilisés que pour des procès pour une qualification de génocide. Et je me pose la question, à propos des procès pour terrorisme, justement, qui ont, qu'on le veuille ou pas, une dimension politique ou historique. Enfin, je pense que ça va presque de soi. Je pense également à ce qui s'est passé en janvier dernier. Peut-être l'expertise de gens qui auraient pu connaître le contexte, notamment le contexte du djihadisme, aurait pu être un élément.
Et je vous pose cette question, est-ce que ce type de témoin ne serait pas nécessaire dans des procès de ce type, dès lors qu'on sort d'un cadre qui serait, enfin, ce que vous venez de rappeler, de crimes qui mettent en cause des intimités, une vie privée, le crime terroriste, nous sommes à l'évidence dans une autre dimension. Nous sommes bien sûr dans une autre dimension. La preuve en est, c'est que les personnes qui jugent ne sont pas les mêmes que pour les procès de droit commun. Les procès en matière de terrorisme, comme vous le savez, sont jugés par des professionnels, contrairement aux procès d'assassinat, de meurtre, tout ce qui est atteinte aux personnes dans d'autres cadres que dans le cadre de qualification terroriste ou des viols ou même des procès d'atteinte aux biens, comme par exemple des vols à main armée. Alors, effectivement, les témoins de contexte ne sont pas prévus pour ces procès terroristes. Ils seraient sans doute très utiles, ne serait-ce aussi que pour la connaissance de la Cour. Alors, en quelque sorte, ils sont, j'allais dire, remplacés. Le terme n'est pas très judicieux, pas très élégant peut-être. Ils sont remplacés par les policiers des services spécialisés en matière de terrorisme et qui viennent nous faire non seulement le récit des constatations, des faits qu'ils ont pu voir, mais qui nous font très souvent aussi, comme pourraient le faire des témoins de contexte, sans peut-être l'analyse qui est celle des témoins de contexte, mais qui viennent nous présenter un historique, par exemple des attentats que la France a eu à connaître et des réseaux qui ont pu être à l'origine des attentats que nous jugeons ou qui ont déjà été jugés par les cours d'assises en France. Mais c'est vrai que des témoins de contexte seraient très utiles pour les procès de terrorisme, ça c'est évident. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, est-ce que les policiers jouent ce rôle ou pas, ou de façon peut-être insuffisante à vos yeux et aux yeux de certains, mais voilà, c'est en tout cas eux qui nous présentent un petit peu la situation du terrorisme en France à l'époque où les attentats que nous jugeons sont commis. Voyez-vous. Et ils ont une connaissance quand même, il faut dire, assez complète de ce qu'est le terrorisme dans notre pays ou plus largement en Europe, dans les services spécialisés, bien sûr, en matière de terrorisme. Mais sans l'analyse que peut nous apporter un chercheur, un sociologue, enfin, c'est quel témoin de contexte qu'on a pu entendre, même au procès du Rwanda dont on parle, hein, des chercheurs, des sociologues, des écrivains, des gens qui ont fait des films, enfin, qui ont une plus-value très importante. Merci. Hélène, tu voulais Oui, prendre la parole? j'ai mis la petite main. Oui, je voulais peut-être poursuivre sur cette question des témoins de contexte, puisque j'étais aussi à… Voilà. En fait, quand on est de l'autre côté de la barre, en tant que témoin de contexte, on s'interroge, en tout cas quand on suit le procès ensuite, hein, comme ça a été mon cas, on s'interroge sur l'utilité en fait de notre témoignage, puisque fort heureusement, ensuite, après la session des témoins de contexte, c'est vraiment le dossier qui reprend vraiment le dessus, hein, et heureusement, hein, le dossier qui reprend le dessus et qui révèle, en fait, l'audience révèle la puissance de l'enquête, parce qu'en fait, vous vous appuyez sur le dossier d'instruction qui montre en fait tout le travail qui a été mené aussi en amont par les gendarmes, etc., par le juge d'instruction. Et donc, du coup, je me demandais peut-être, qu'est-ce que vous avez… Est-ce que c'est des témoignages, enfin, voilà, ce qu'on apporte, ce qu'on peut apporter de manière très modeste, hein, évidemment, à la cour? Est-ce qu'avec les jurés, vous en avez discuté? En quoi ils sont si… Vous avez dit que c'était des témoins précieux. En quoi c'est précieux, justement? Bien, moi, je trouve que dans tout procès d'assises, quel qu'il soit, mais encore davantage un dossier comme celui-là, évidemment, qui sort de l'ordinaire, hein, c'est qu'il faut, permettez-moi l'expression, planter le décor. Planter le décor. Si vous voulez, on ne peut pas projeter des jurés, et même les gens de la cour d'ailleurs, hein, et même le président, encore davantage, comme ça dans un univers dont ils ne connaissent rien, dont ils ne connaissent pas l'histoire, dont ils ne connaissent pas les intervenants, les participants, les auteurs principaux, sans connaître un minima. Évidemment, c'est toujours contenu, c'est toujours insuffisant, hein, ce que vous pouvez nous apporter, même si c'est un éclairage, à mon avis, absolument fondamental. Mais bon, il faut bien quand même que les jurés n'ont parfois, je l'ai dit tout à l'heure, mais aucune notion de ce qui a pu se passer au Rwanda, hein. Bon, parfois, certains, oui, se sont un peu intéressés parce qu'ils ont su qu'ils allaient potentiellement être jurés à une affaire pareille. Mais bon, franchement, ils n'ont pas le temps d'avoir une documentation très complète et très approfondie et très précise, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est absolument
fondamental de commencer par l'audition des témoins de contexte. Sans quoi, je veux dire, on jugerait sans comprendre, hein, sans comprendre vraiment comment les choses ont pu en arriver là, quoi. Et ça serait quand même des procès, à mon avis, très déficitaires, enfin bon, très insuffisants, quoi. Joël Lubrecht. Oui, bonsoir madame, merci beaucoup pour votre présentation. Oui, pour monsieur. Je suis Joël Lubrecht, je suis responsable du programme Justice pénale internationale à l'Institut de haute étude sur la justice. J'avais deux questions. La première, c'était, vous nous l'avez expliqué, donc très rapidement, vous avez fait abstraction de la présence des caméras, mais est-ce que d'autres participants du procès, eux, n'ont pas oublié qu'il y avait des caméras et ou ont fait savoir qu'ils étaient gênés ou qu'ils auraient aimé refuser d'être filmés? Et puis par ailleurs, est-ce que vous avez remarqué qu'à certains moments, où tel témoin ou tel avocat, finalement, s'adressait peut-être autant, sinon plus, à la caméra qu'au juge? Voilà, est-ce que Et puis par ailleurs, et par rapport au film que vous avez pu voir dans l'exposition, mais peut-être aussi par rapport à d'autres documentaires, Procès Barbie, Touvier, Papon, etc., peut-être est-ce que vous avez pu voir aussi des images du tribunal international pour le Rwanda? Bon, par rapport à toutes ces images de procès que vous avez pu voir, est-ce qu'il y a des angles morts finalement dans ce que vous voyez qui vous paraît, voilà, des choses qui vous paraissent manquer dans ce qui est fait dans ces montages? Alors, sur le dernier point, j'ai un peu du mal à vous répondre, des difficultés, parce que bon, je n'ai vu que des très courts extraits de ces procès, hein, donc je n'ai pas du tout vu toute l'intégralité des extraits qui ont été repris, donc je ne sais pas s'il y a des angles morts ou pas. Sans doute y en a-t-il, hein, sans doute. Mais ça, j'ai pas d'éléments précis en tête pour vous répondre de façon plus complète possible. S'agissant d'autres intervenants qui auraient pu se plaindre ou d'être filmés ou pas, franchement, je n'ai eu aucune récrimination de quelque côté que ce soit, ni des les jurys ne sont pas filmés dans l'ensemble, ni des assesseurs, non, personne ne s'est plaint de ce que ce procès soit filmé. Sans doute, ça a questionné quelques-uns parce qu'ils ne s'y attendaient pas, mais sans plus, sans rejet, sans refus de ce côté-là. Sur la question de savoir si il m'est apparu que des intervenants travaillaient plus pour la caméra que pour la cour, j'ai pas eu sentiment. Franchement, j'ai pas eu sentiment. Je pense que ça peut exister, il faut pas non plus se le cacher. Ça peut exister. Et on peut remarquer parfois dans des procès où il y a beaucoup de presse, ou que certains intervenants s'adressent davantage à la presse qu'à la cour. Ça peut arriver, on peut faire cette réflexion, mais bon, de façon assez marginale. Mais là, franchement, je n'ai pas du tout eu ce sentiment. J'ai eu le sentiment que tous les acteurs qui intervenaient, vraiment intervenaient avec la volonté de faire avancer, comme je dit le texte, la manifestation de la vérité. Non, j'ai pas eu d'autres sentiments, franchement. Alors, on avait encore deux demandes d'intervention. Peut-être d'abord Madame Ménager, ensuite Timothée. Oui, bonsoir. Bonsoir. Soisic Ménager, je me présente. Donc, moi, je suis archiviste en fait aux archives départementales des Yvelines en charge du suivi des juridictions. Et en fait, on parlait donc des témoins de contexte et de la nécessité pour des procès comme celui du génocide du Rwanda de se mettre entre guillemets dans l'ambiance pour pouvoir que tout le monde se mette dans le bon contexte. Et justement, ça m'interrogeait sur le fait de est-ce que vous, à un moment donné, vous vous êtes pas dit, mais est-ce que c'est légitime finalement que ce procès il ait lieu en France et pas sur le territoire du Rwanda? Et le fait de le sortir finalement de l'endroit où les faits ont lieu, est-ce que c'est un plus pour rendre une justice peut-être plus impartiale ou ça complique les choses, notamment pour un procès où il y a des jurés qui, comme vous le disiez, ont peut-être aucune connaissance et que ça peut compliquer le fait qu'il n'y ait pas du tout la culture et les connaissances de l'histoire de ce pays et tout ça, parce que ce
qui s'est passé là-bas ne serait peut-être pas passé en France ou différemment. Et donc, forcément, on est formaté toujours par le milieu dans lequel on vit et les décisions, j'imagine, peuvent aussi être conditionnées par cet environnement-là. La question se pose à l'évidence, évidemment. On peut se demander quelle est notre légitimité à juger des faits pareils qui se sont passés sur un continent qu'on ne connaît pas forcément, avec une histoire qu'on ne connaît pas forcément, avec des acteurs qu'on connaît encore moins. Bien sûr, la question, elle se pose à nous tous. En tant que président, on n'a pas tellement le choix. Nous, ce procès, il vient à nous. Bon, bien sûr, on est d'accord pour présider des procès pareils, hein. Et il y a des présidents qui ne souhaitent pas présider des procès pareils. Il y a des présidents qui le souhaitent. Enfin, bien sûr, tous les avis existent à cet égard. Il est exact que des jurés ont pu poser la question, ont pu dire, mais qui on est, nous, pour juger ça? D'abord, les faits sont anciens. D'abord, on ne connaît pas ce pays, on ne connaît pas la culture des gens, on ne connaît pas l'histoire. C'est vrai que la question se pose, et d'ailleurs, la question se pose aussi de savoir si on doit confier le jugement de ces dossiers à des magistrats, comme on le fait en matière de terrorisme, ou bien également à des jurés populaires. Cette question existe, elle fait débat, et c'est un débat qui n'est pas illégitime, à mon sens, hein, parce que c'est d'abord difficile en termes de temps. Ça, c'est une contrainte pratique, mais elle existe aussi, de demander à des jurés de s'abstraire de leur vie professionnelle et familiale pendant 2 mois et demi pour revenir tous les jours siéger à un procès qui ne les concerne parfois que de très loin. Et aussi, bon, de façon plus générale, sur la documentation qui aurait pu être la leur s'il n'avait pas été des jurés populaires. Ça, la question se pose, bien sûr, sur notre légitimité. Alors, est-ce que la justice au Rwanda aura été plus satisfaisante? Est-ce que la justice française aura été plus satisfaisante? Ça, moi, je n'ai pas qualité pour répondre sur ce terrain-là, hein. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Merci. J'en prie. Timothée, tu voulais poser une question, je crois. Merci Martine. Une dernière question, Madame Simoni, sur le rôle et la place des interprètes. Naturellement, dans le procès en appel, enfin comme dans tous les procès du génocide du Rwanda, il y avait 3 ou 4 interprètes pour faire le passage du Kinyarwanda au français. Et c'est vrai qu'à mon souvenir, et en ayant revisionné les films, leur place a parfois pu poser, j'avais l'impression, une certaine difficulté, notamment sur la simple question par exemple, quand vous posiez des questions aux témoins, de savoir à qui il fallait véritablement s'adresser. C'est une question que l'on posait aux témoins et qui passait par l'interprète, ou une question à l'interprète qui parfois était traduite, enfin, du moins posée à la troisième personne. Donc, quelque chose que je sais que j'ai remarqué en première instance et je ne me souviens plus pour l'appel. Et je voulais savoir votre sentiment par rapport à la place de ces interprètes. Est-ce que ce problème de traduction, de présence d'interprètes, il pose une difficulté au travail de jugement et au travail de la justice dans ce genre d'affaires, d'autant plus quand on a, comme vous l'avez rappelé, une centaine de témoins et de nombre d'entre eux qui ne parlent que Kinyarwanda et qui viennent en France pour témoigner. Alors, pour dépasser le cadre de ce procès du Rwanda, le problème des interprètes est un problème difficile aussi, parce qu'il crée un écran entre la personne qu'on entend, quelle que soit sa qualité, partie civile, témoin, accusé, et celui qui l'interroge, en l'espèce, la plupart du temps, le président, l'avocat général ou les autres avocats. Et ce problème est d'autant plus crucial lorsqu'il est question d'une langue que le président ne connaît pas. On ne demande pas à un président d'assises, il n'a pas dans son portefeuille la qualité d'être bilingue ou trilingue ou je ne sais quoi, mais enfin, il y a des langues qu'on peut plus ou moins maîtriser, même si ce n'est pas de façon parfaite. Moi, en la matière, bien sûr, de Kinyarwanda, ou je sais pas comment on dit, vraiment, je n'ai bien sûr aucune connaissance et aucun contrôle possible sur la qualité des interprètes. Alors, c'est toujours soulevé. Alors, il y a des avocats qui parlent la langue et qui vous disent « Ah, mais l'interprète n'est pas fidèle, il se trompe, cette expression n'a pas ce sens-là, il fait erreur, il fait un contresens. » C'est très délicat. Alors, moi, ça me pose problème parce que d'abord, je vous dis, je n'ai pas un contact direct avec la personne que j'entends. Et c'est une difficulté. Ça crée
ça crée un problème d'entente parfois, enfin de contact direct, c'est difficile. Quelle que soit la langue, mais alors encore davantage lorsqu'il s'agit du Rwanda, c'est vraiment difficile. Et moi, je suis obligée de me fier à ce que dit l'interprète, qui est un interprète qui a prêté serment, qui parfois est inscrit sur la liste des experts ou qui n'est pas, c'est pas encore le problème principal. Mais c'est vrai que c'est un gros, gros problème. Et que, bon, je veux dire, on n'a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle sur la qualité des expressions traduites. On les prend comme elles nous sont données, comme elles nous sont parlées. Et parfois, ça peut être c'est sans doute peut-être source d'erreur quelquefois. Et c'est assez frustrant pour le président parce que parfois, il y a des difficultés de compréhension. Ça existe. Merci. Madame Gauthier, je crois que vous voulez intervenir, il me semble. Oui, je voudrais juste rebondir ce que vient de dire Madame Simeoni. Il n'y a pas que la présidente qui souffre de ça. Nous autres partis civils qui comprenons la langue et qui comprenons ce qui vient d'être dit et qui comprenons la subtilité de la langue et de son essence culturelle, je vous assure que sur notre banc de partis civils, on souffre beaucoup et on ne peut absolument pas intervenir. Et parfois, ça pose de gros problèmes, je pense, de compréhension. C'est sûr. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que les jurés ont compris par rapport à ça sur une traduction qui a été faite de façon à peu près ou pas vraiment dans le sens où ça devrait être exprimé. Voilà, je crois que c'est une souffrance aussi pour tout le monde. Hein. Ah, mais ça, j'entends bien. Hein. Il n'est pas question de penser que c'est une souffrance que pour le président, hein, pas du tout. Non, hein. non, mais C'est une souffrance pour tous, j'entends très bien. C'est un vrai problème. Hein. C'est très embarrassant, je sais bien. C'est pas facile. Oui, oui. Christian, je crois que tu voulais poser une question. Oui, je voulais poser une question, Madame Simeoni. Dans certains procès qu'on montre dans l'exposition, en particulier le premier, le procès de Nuremberg, qui a été très long, 9 mois, quand on regarde l'évolution des débats et ce que disent aussi bien les magistrats que les avocats, on se rend compte que le temps du procès a aussi servi à acquérir une sorte de culture de la connaissance du dossier, comme on pourrait le dire aujourd'hui, puisque là, c'était un événement historique qui était traité à chaud. Est-ce que vous, quand, par exemple, sur le Rwanda, vous avez eu le sentiment que pendant le temps du procès, votre connaissance, au fond, s'est affinée en entendant les uns et les autres et en croisant ce que vous aviez dans votre dossier? Alors, pour ma part, je vous répondrai par l'affirmative, parce que je trouve que, au-delà de la connaissance que je pouvais avoir, je vous dis, des livres que j'avais pu lire, des films que j'avais pu voir, et bien sûr du dossier lui-même, rien ne vaut le contact direct avec les personnes et l'expression de leur souffrance, l'expression de leurs difficultés. Enfin, rien ne vaut des témoignages directs. Donc, pour nous, enfin pour tous ceux qui jugeons et pour tous les autres acteurs du procès, c'est cette patte humaine qui est importante parce que ça nous rend compte vraiment de ce qui a pu se passer de façon plus directe qu'une connaissance de procès-verbaux, livresque, qui met toujours à distance de l'événement. Là, on est vraiment en direct avec des personnes qui y étaient, qui ont vu, qui ont vécu, qui ont souffert et qui peuvent enfin venir exprimer leur souffrance. Ce qui est un pas très important pour moi. Et pour tous les autres d'ailleurs. Ouais. Incontestablement. Et on ne sort pas indemne d'un procès pareil. On n'en sort pas indemne. Bien, Martine, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en venir à la conclusion, si tu le souhaites. Oui.
Oui, je pense qu'effectivement, le temps nous rappelle effectivement que voilà, il faut qu'on conclue, sauf si vraiment il y a une dernière personne qui a une question à Je suis poser. disponible à cette autre question. Je n'ai pas de limite de temps à J'aurais la peut-être une poser. toute dernière question, si je peux me permettre. Je vous en prie. Vous venez de dire que de ce genre de procès, cette confrontation, on ne sort pas indemne. Oui. Non, c'est peut-être une question un peu intrusive, mais qu'est-ce que vous avez gardé alors de ce procès? En quoi n'êtes-vous pas sorti indemne de celui-ci? J'ai gardé le regard des gens qui étaient en face de moi. J'ai gardé l'expression de leur souffrance, même si on était quand même dans une distance temporelle importante par rapport aux événements de 94. J'ai gardé les pleurs de ces femmes habillées en habits traditionnels, enfin, leur mémoire, leurs souvenirs. Et j'ai gardé en mémoire notamment, je crois qu'elle faisait partie des femmes qu'on a entendues tardivement un soir. Une femme qui avait perdu son époux et ses enfants. Et je lui ai demandé si elle avait refait sa vie. Parce que j'avais remarqué que souvent, on voyait des femmes qui s'étaient remariées depuis ces événements en ayant perdu leur époux. Et elle a été en quelque sorte offusquée par ma question en me disant, mais comment voulez-vous que je refasse ma vie avec l'âge qui était le mien Et j'ai compris que je n'aurais pas dû la poser cette question. Et je ne la posais pas du tout pour la blesser ni pour lui faire mal, évidemment pas du tout. Mais j'ai compris que je l'avais blessée et voyez, ça m'est resté en mémoire, par exemple, cette réaction de cette femme que je revois dans l'habit qui était le sien, avec des couleurs qui étaient les siennes. Et j'ai le souvenir bien sûr, de ces femmes et de ces hommes, hein, pas que ces femmes que j'ai entendues. Et, euh, et voilà, et des dégâts que tous ces faits avaient pu entraîner dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle, dans leur vie tout court et dont elles se débarrasseraient bien sûr jamais. Merci. Bien, donc le temps est venu de conclure. En général, nous retraversons un peu les thèmes qui ont été abordés pendant la séance de séminaire. Alors, je les classerai de la manière suivante. Je crois qu'on a d'abord, sans tenir compte de l'ordre, mais plus en le rétablissant, la question du territoire au fond du jugement, c'est-à-dire, s'agissant des procès pour génocide, la différence évidemment entre un procès sur les lieux où les crimes ont été commis par rapport à un procès à distance. Vous avez dit qu'évidemment, ça n'est pas du tout la même chose. Ensuite, après la question du territoire, je pense que vous avez évoqué tout au début la question du dossier. Et on vient d'en reparler à l'instant, c'est-à-dire le travail considérable que demandent ces procès pour génocide par rapport à des procès ordinaires qui ne le sont pas, comme vous l'avez rappelé en cour d'assises. Et donc cette évolution que vous avez mentionnée pendant l'audience de la connaissance, évidemment, à la fois du dossier qui s'élargit et des personnes face auxquelles vous vous trouvez. D'où la question du témoin qui est apparue sous deux formes. La question du témoin de contexte, donc celui qui vient pour partager, au fond, avec la cour et avec les protagonistes du procès, sa connaissance de l'histoire dans laquelle s'insèrent les crimes qui ont été commis par ceux qui sont jugés. Donc témoin de contexte et témoin appelé à la barre. Donc vous avez dit une centaine, ce qui est vraiment très très important et qui témoigne de l'importance, on le sait tous, qu'a prise aujourd'hui cette question-là, puisqu'à Nuremberg, il y en avait moins de 100 des témoins. Une centaine, c'est à peu près le chiffre pour le procès Eichmann. Ensuite, vous avez évoqué donc la question de l'émotion à travers les questions qui vous ont été posées, donc, et sur laquelle vous avez terminé par une note plus personnelle, que je relierai à la question de la pudeur. En particulier, vous avez évoqué la question donc, des femmes victimes de viol qui doivent venir à la barre. Et je crois que c'est une manière de poser aussi la question des interprètes et des langues parlées, puisque les langues ne sont pas uniquement un outil de communication, mais véhiculent une culture, des manières d'appréhender des faits qui sont assez différentes d'un continent à l'autre. Je note au passage, donc vous nous avez dit que le filmage pendant la durée du procès, pour vous, n'avait pas changé ni votre comportement, ni a priori celui des divers protagonistes.
Et je terminerai par le fait que vous avez évoqué que vous êtes la seule femme donc figurant parmi tous ces procès dont on a montré des extraits dans l'exposition. Et c'était, je pense, l'une des raisons, entre autres, pour laquelle nous sommes très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. C'est nous, et donc... Merci. Merci beaucoup, Madame Simeoni, effectivement, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé déjà un certain nombre de vos réflexions lors de la visite de l'exposition. Donc, dans quelques jours, vous pourrez retrouver et transmettre le lien de ce webinaire qui sera publié sur notre chaîne YouTube, comme les précédents. Et pour notre public, je vous donne rendez-vous au 11 mai, où nous avons donc notre prochaine séance, une séance un petit peu particulière, puisque après avoir accueilli ceux qui font la justice, donc Madame Simeoni en tant que présidente de la Cour d'assises, la dernière fois Bruno Sturlez, avocat général sur le premier procès du génocide Tutsi, donc de Pascal Tibikangwa. Également sur ce procès, François Sironi, qui était experte psychiatre, et puis le rôle des parties civiles, donc monsieur et madame Gauthier qui également ont participé au webinaire. La fois prochaine, on va s'intéresser à un autre acteur qui est essentiel et pourtant qui est complètement muet, qui est le public de ces procès, et on va s'y intéresser par le regard de la jeune génération, puisqu'on a demandé donc à 2 étudiants de Master 2 de l'Université de Paris 8 et qui travaillent auprès de l'Institut d'Histoire du temps présent, donc Alexis Courroucé-Vola et Maxime Gano, qui est avec nous depuis voilà, ces 3 précédents procès webinaires, et donc aujourd'hui encore avec nous, voilà, d'intervenir et de nous faire part de leur vision du procès, donc des attentats de janvier 2015, puisqu'ils y ont assisté, je ne sais pas dans l'intégralité ou pas, mais en tout cas dans très très nombreuses heures. Je sais que vous avez aussi rendu un rapport sur ce procès, et voilà, nous serons très très intéressés d'avoir ce retour d'expérience et votre vision depuis la salle de l'auditoire. Donc, j'espère que vous serez également intéressés pour vous inscrire, donc toujours à la même adresse, et pour les entendre. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc 11 mai. Merci, madame. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.